On est tous déjà arrivés dans une région où l'on ne connaît personne. Aucune rue, aucun monument, aucune tradition, rien. Même l'accent, on ne le comprend pas. Alors, dans ces moments-là, on a besoin d'un guide. Celui qui indique le chemin, qui connaît les secrets, qui partage sa culture. Et le guide aujourd'hui, c'est lui. Et pour l'aider dans son tour de France, il a fait appel à toutes les télés locales et régionales du pays. Tous ensemble, on a créé une émission ancrée au cœur des 36 000 communes et de leurs 60 millions d'histoires. Et vous allez voir que la proximité peut vous faire voir du pays. Cette émission, c'est Terre de France. Bienvenue dans Terre de France. Vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps, c'était d'ailleurs juste avant les élections législatives, nous étions à Lorient. Et bien maintenant, nous sommes à Vannes et on profite de la semaine du Golfe, qui est un événement nautique, maritime, festif. Ça, c'est très important ici, pas seulement à Vannes d'ailleurs, dans plusieurs endroits. On ira dans certains d'entre eux pour venir admirer les bateaux, toujours sous le soleil. Les bateaux comme ce Phoenix qui nous vient de Cornouailles. On essaiera d'y faire un saut tout à l'heure et de rencontrer son jeune capitaine. Là, pour le moment, je suis avec Paulic, qui est l'organisateur ou l'un des organisateurs. C'est quoi l'histoire de cette semaine du Golfe? Elle est née comment? Disons, on était quelques-uns dans le Morbihan, pas forcément dans le Golfe, à trouver un peu dommage de ne pas avoir de grandes manifestations maritimes comme il y a Sail Amsterdam, à Rouen, à Brest, à Douarnenez, etc. Quand on est au port du Golfe du Morbihan, c'est vrai que c'est un peu bête. Voilà, alors il y avait plein de petites manifestations, hein, tout aussi magnifiques les unes que les autres, mais on n'avait pas de grands rassemblements. Et puis, alors c'est la vérité vraie, hein, comme on dit, donc aux 1000 sabords, 98, donc c'est le grand salon du bateau de l'occasion qui se déroule au port du Croisty, sur la commune d'Arzon. Puis je rencontre un copain qui travaillait au Chasse-Marée à l'époque. Et puis, on discute tout ça. Et puis il me dit ah ouais, mais ça serait bien que tu puisses rencontrer Jacques Escarroisse. Alors moi, Jacques Escarroisse, je savais que c'était l'homme qui avait inventé les fêtes maritimes, les Portsbert, il y a maintenant plus de 25 ans, je crois, ouais, c'est ça. Donc on est arrivé pour déjeuner. On a commencé à écrire un peu tous les scénarios possibles si on fait une fête maritime dans le Morbihan. Bon, assez rapidement, on a dit non, alors c'est le Golfe. Hein. C'est pas que Vannes. Ah non, surtout pas. C'est le bassin de navigation du Golfe du Morbihan. Et alors, après, il ne faut pas exagérer, on a peaufiné les choses, bien sûr, mais grosso modo, on avait commencé à écrire le scénario de ce qui est devenu. C'était il y a 19 ans. Hein, ça fera 19 ans. Attendez, je calcule, c'est la 9e édition. Ouais, mais nous, c'est tous les 2 ans. On s'est rencontrés en 98. Et c'est là que l'idée a germé. 18-19 ans. Voilà. Et on a fait la première édition en 2001. Oui. Parce que faut trouver le nerf de la guerre, l'argent. On n'organise pas ça comme ça. Depuis, qu'est-ce qui a vraiment évolué? Parce que là, il y a un monde de folie. On a vu des bateaux dans le Golfe ce matin. Qu'est-ce qui a évolué? D'abord, premièrement, maintenant, c'est une semaine complète. On a baptisé ça, nous, dès le départ, la semaine du Golfe du Morbihan. C'était par référence, parce que, on aime bien les bateaux, on est tous d'anciens régatiers ou des choses comme ça, donc on raisonne toujours la semaine de Causse, la semaine de Cork, la semaine de La Rochelle. Donc c'était l'idée de faire une semaine. Mais toujours autour de l'Ascension. Toujours. Ah oui, alors on avait choisi qu'en France on appelle le pont de l'Ascension, tout simplement parce que la semaine du Golfe, on ne peut pas l'organiser si on n'a pas le jusant le matin, c'est-à-dire la mer qui descend et puis qui remonte dans l'après-midi, quoi. Sinon, ça ne marche pas. On est à contre-courant. Alors, on avait regardé le calendrier astronomique, quoi, et on avait vu que l'Ascension, c'est au poil. On avait les marées qui descendaient le matin, qui remontaient l'après-midi. Donc, on a dit, on ne va pas réinventer l'eau chaude, on va faire ça comme ça. Alors de quoi vous êtes aujourd'hui le plus fier, Paulic?
faut jamais oublier une chose, hein, c'est que tous les bateaux qui sont là, c'est des invités. Hein. On n'a aucune relation contractuelle avec eux. Hein. On les invite, ils viennent. Ils viennent ou ils viennent pas. Ils viennent ou ils viennent pas. Si vous ne leur offrez pas un programme nautique, un programme festif qui leur donne envie de venir, bah, votre spectacle, il n'existe pas. Paulique, merci. Beau succès. La prochaine édition, il faut que vous veniez absolument. Hein. C'est quand 2019 Je ne sais pas. Nous, on les fait les unes. Non, mais attendez, c'est pas aussi simple que ce qu'on croit. Là, on a eu la chance, c'est la 9e édition. On a fait ça donc tous les 2 ans depuis 2001. Bon, bah, si on trouve les financements, si on trouve les financements, les parce qu'on bénévoles. travaille avec quand même beaucoup d'argent public. C'est ça aussi qui fait que la manifestation est totalement gratuite pour les bateaux et pour les visiteurs. Il faut que ça ait lieu en 2019 parce qu'il faut que vous veniez voir ça. Ça vaut vraiment le petit week-end à passer ici. C'est pas un week-end, hein, c'est une semaine complète. Hein. Ouais, un long week-end. Merci beaucoup. On a le temps avec nous. Tu voudrais qu'on peut aller voir le bateau là, monter à bord peut-être? Ah bah certainement. Oui, on pas y de va, souci. Merci beaucoup. De rien. Merci Paulique. Alors là, on est devant la star de cette semaine de la voile ici à Vannes, c'est le Phoenix. Eliana, il vient d'où déjà ce bateau précisément? Ben, il vient de Charlestown, que c'est en Cornouailles. Oui, Cornouailles. Et c'est le port d'attache. C'est un port qui appartient à la compagnie Square Sail. D'accord, mais il est venu exprès ici pour la semaine. Ben oui, c'est ça. Et il est beau succès, hein, on fait la queue pour venir le visiter. Oui. Il date de quand? Il a été construit en 1929. How many years old? It was built in 1927. 1927. 1927. 1927. Et alors, pour vous, ça représente quoi ici, cette fête, cette semaine, c'est une fête, hein, mais cette semaine de la voile? Vous accueillez les touristes français qui viennent voir le bateau? Là, en fait, on est obligé de rester ici jusqu'à dimanche. On ne peut pas sortir, sinon on aimerait bien beaucoup faire de la voile, mais on est bateau ouvert, du coup on accueille les gens. Bah, on est content de participer comme ça aussi. Oui. Mais on aime beaucoup naviguer, du coup on attend. Bah oui, c'est fait pour en principe. Ouais. Mais vous êtes combien d'équipage? On est 7. How many people on the boat? There's 7 of us. 7? 7, ouais. Only 7? Ouais. Seulement 7 7 marins? avec les capitaines. Oui. Bon, mais merci beaucoup, Captain. Ben, merci. See you soon. Au revoir. Bye. Thank you very much. Salut Erwan. Salut Jacques. Ça va? L'organisateur, un des organisateurs de cette semaine du golf. T'as vu le temps un peu? Bah là on est gâtés. Hein. Alors, il faut quand même situer les choses. On est à Vannes. On est à Vannes. Sur les quais qu'on appelle... Le village du port de Vannes, c'est-à-dire c'est notre point central des animations à terre. Oui. C'est ici qu'on essaye de regrouper un maximum de nos partenaires, de nos invités. Il y a beaucoup d'invités cette année. On a beaucoup plus d'invités que d'habitude, dans le sens où on a 9 délégations qui sont présentes sur un village des patrimoines maritimes d'Europe. Et en plus de ça, on fête également les 50 ans de la SNSM cette année. Donc on a une présence de la SNSM qui est assez impressionnante, notamment avec ce bateau. Ah, parce que c'est la SNSM? Raconte. Alors c'est quoi ce bateau? C'est un monument historique ce bateau. C'est un bateau qui a été construit en 1900, qui a été inauguré en 1901 en fait. Oui. Dont le port d'attache est le port de Saint-Pierre, près du phare d'Aiguemule à Pinmar. Oui. Voilà, donc il n'a pas l'habitude de se promener énormément ce bateau, mais on a fait en sorte de le faire venir ici. Il a servi à la SNSM, bien sûr. Société nationale de secours en mer. Hein. Bien sûr. Il a servi à... C'est l'ancêtre des bateaux rouges et qu'on voit sur les quais. Exactement, c'est pour ça qu'on était heureux de l'avoir ici. C'est pour montrer l'historique du sauvetage en mer. Ça représentait, c'est un monument historique. En plus, je crois d'habitude, il est pas loin de là où tu es né, où tu as passé ton enfance. Exactement, c'est chez moi, c'est un bateau de Pinmar. Non, pas je suis pas chauvin du tout. C'est un bateau de Pinmar, donc je suis très fier de l'avoir ici, évidemment. Ça t'ennuie qu'on aille voir féliciter les gens de la SNSM 2 secondes? Non, évidemment. Parce que forcément, on fait que passer, mais on voulait vous remercier, vous dire bravo. Et vous remercier pour le boulot que vous faites.
Ouais. Des milliers de bénévoles. Ah oui, oui. Le président. Et surtout, qui est là. et surtout tous ceux que vous aidez en mer. On voulait seulement passer vous féliciter. Alors, ici, sous les tentes, 9 délégations. Moi, j'ai reconnu des géants du Nord-Pas-de-Calais. Je ne sais pas s'ils sont de Dunkerque ou d'ailleurs, mais il y a quelques géants qui sont Ils là-bas. sont de la Côte de Pâle en général. Ils sont de Dunkerque, de Boulogne et de Calais en fait. Alors, quand l'émission va passer, la fête sera terminée depuis un petit moment, puisqu'on sera vers la fin juin. Mais à chaque fois, cette fête est éclatée entre plusieurs endroits, mais elle rassemble tout le monde. C'est exactement ça. un grand moment de joie et de plaisir. Le principe de la Semaine du Golfe, d'éclater justement sur 17 communes participantes une fête maritime avec plus de 1400 bateaux inscrits. Ça permet justement d'avoir des animations à terre partout, toute la semaine, sur certaines... Et là, on est en semaine. Oui. Et donc, il va y avoir un jeudi férié, puis il va y avoir un vendredi, un samedi, un dimanche. Là, je pense que ça va être de la folie ici. Avec ce temps-là, en plus, je pense que les équipages sont heureux, les gens qui les reçoivent à terre sont heureux. Pour l'instant, tous les signaux sont au vert. Bon, alors, si on va jusqu'au bout, on va jusqu'où, Erwan? Si on va jusqu'au bout du village, on va aller jusqu'à l'opération Je construis mon bateau. Là, on va traverser d'abord le village des patrimoines maritimes d'Europe. Oui, c'est-à-dire les fameuses 9 délégations. Oui. Au milieu de ce village, on a placé une première pour cette année. C'est la première fois qu'on fait ça, la Semaine du Golfe. C'est un centre de conférence, donc on appelle la Géode, cette structure en bulle, là, voilà. Ça, oui. Où du coup, entre hier soir et dimanche matin, on va avoir en tout 32 conférences. Et en face, sur les quais, sur l'autre rive, On a également une intervention sur l'autre rive. avec plus d'artisans, non? Voilà, des artistes peintres, des artisans, sculpteurs, dessinateurs. Donc on vient de loin ici. On vient de partout. On vient cette année à la Semaine du Golfe, on a des bateaux qui viennent de Russie, de République tchèque, donc d'Italie, de Croatie. Ça reste européen, mais... Et il paraît que le public peut parfois embarquer sur certains bateaux Bien sûr. pour passer la journée. Bien sûr, c'est ça. Le principe étant d'embarquer C'est sur un génial, ça, grand c'est voilier, super. on va dire vers 10-11 heures le matin, de passer une belle journée sur l'eau, de revenir à 17 heures à quai. Et si on va jusqu'au bout du quai, qu'est-ce qu'on trouve après? On trouve l'opération Je construis mon bateau qui permet à des chantiers traditionnels qui viennent de plusieurs coins de Bretagne, qui sont donc des chantiers qui permettent de construire des bateaux à la méthode ancienne. Oui. Ces gens-là ferment leur boutique le temps de la Semaine du Golfe pour proposer ce qu'ils font d'habitude chez eux au public ici, quoi. Et donc on peut voir aussi comment on fabrique un bateau. Le public lui-même peut mais de manière participer, traditionnelle, peut avec passer le bois. commande, vient du coup construire par exemple un kayak en bois durant la semaine et va pouvoir le mettre à l'eau et le tester. Et partir avec. On l'y reconstruit même. Exactement. Hi Mike, how are you? Fine and dandy, thanks. Merci Owen de m'avoir représenté Mike. Merci. C'est quoi ce col Armor, Mike? Et alors, pourquoi qu'est-ce qu'un Américain vient faire là d'abord? Ça c'est une autre histoire. Ça c'est plutôt une histoire d'amour, C'est ça. plus... Ah, d'accord. Donc j'arrête de poser des questions indiscrètes. Alors l'école, parlons de l'école. Donc nous sommes une école de charpente marine traditionnelle, programme de 2 ans. Il y a encore du travail à trouver dans la charpentier de marine Oui. traditionnel. Mais on vient d'avoir en fait cette année les chantiers qui commencent à nous appeler. J'avais 6 cette année qui m'appelaient pour chercher les stagiaires qui sortent de chez nous. Parce qu'on trouve encore des bateaux à Oui. réaliser Oui. traditionnellement. Et c'est aussi notre travail de promouvoir le culture maritime. Bien Et sûr, les mais bateaux est-ce que ça traditionnels. intéresse les jeunes? C'est ça. Oh, les jeunes? Ah bah Ouais. oui. Donc on peut encore, si on en a envie, construire son bateau avec votre aide, Bah oui. parce qu'on n'y connaît rien, même si on n'y connaît vraiment rien. Non. Même. Mais ça va prendre plus de temps. Oui. Donc ça coûte plus cher. Mais bon, ça, Ouais, mais ça se il fait. faut, il faut savoir, hein, il faut savoir le faire. Oui. Mais non, c'est ça. En fait, l'idée, c'est pas... si on veut un bateau, ça Ouais. va, on achète un bateau. Mais si on veut apprendre à faire son propre Et bateau, avoir son bateau. voilà, son bateau. C'est moi qui l'ai fait. exactement. Voilà, Ça c'est change tout, Mike. ça change tout. Voilà. Ciao. Ok. Allez, Ok. merci beaucoup. Merci. Hein. Merci, bonne Au revoir. semaine. Oui, bonne semaine.
On a rendez-vous avec Florence tout à l'heure qui doit nous faire visiter le cairn de Gavrini. Et je me demande si on ne va pas y aller en pirogue. Monsieur, pousse. Salut Philippe. Bonjour, oui c'est ça. Vous êtes mort ou vous êtes musclé comme... En plein soleil, c'est assez chaud, ouais. Alors d'où vient cette idée? Vous voulez reconstituer la façon dont on travaillait dans la préhistoire? On a deux approches ici. On est vraiment pour parler des premiers bateaux. Parce que vous n'êtes pas charpentier de marine, il faut quand même Non, le non, préciser. non, moi je suis plutôt expérimentateur en archéologie. Oui. Et l'idée c'est de travailler avec ces outils en pierre pour voir un peu la capacité de ces outils, notamment à fabriquer ces premiers bateaux de la préhistoire. C'est une pierre bretonne? C'est une pierre bretonne, c'est la roche de substitution silex en Bretagne. On appelle ça de la dolérite. Oui. Et il y a une carrière qui a été découverte dans les Côtes d'Armor à Plus-Sulien et qui a servi à fournir pendant plus de 2000 ans la plupart des haches qu'on va retrouver de travail en Bretagne. Alors l'objectif, le but de s'épuiser comme ça, comme vous le faites, c'est quoi? C'est de montrer comment on travaillait Alors c'est à la fois, il y a ancêtres deux buts, c'est de montrer un petit peu l'efficacité de ces outils qu'on découvre en général dans les vitrines des musées, mais qui sont complètement Oui. inanimés. Là on les voit fonctionner, on voit un travailler, peu leur efficacité. Et puis c'est par comparaison aussi à des vestiges archéologiques, notamment d'embarcations, de voir si nous, en travaillant avec ces outils en pierre, on retrouve à peu près les mêmes traces que sur les bateaux préhistoriques. Et du coup ça permet un peu de comparer, de comprendre les techniques de fabrication de ces pirogues. Qu'est-ce que c'est comme bois? Là, on est parti sur une essence de bois assez tendre qui se creuse bien, c'est du peuplier. Donc c'est une essence qui est attestée sur les périodes un petit peu précédentes, au Mésolithique, pour faire des pirogues. Donc des bois tendres pour les plus anciennes pirogues. Et comment vous faites les finitions? Parce que je suppose que c'est pas terminé ça. Non, c'est pas terminé. Alors pour enlever toutes les petites écharpes de bois, ce que l'on peut faire, c'est un traitement au feu. Donc on rajoute des braises à l'intérieur de l'embarcation et le feu va en fait creuser l'intérieur en retrouvant les cernes du bois. C'est ça. Et ce traitement va finir au le feu, travail en fait, le feu. complètement. Et pourquoi d'où vient cette passion? Parce que c'est forcément une passion. Oui, c'est d'abord une passion. Je crois que la préhistoire, ça fascine pas mal de monde. Et puis moi, j'y suis rentré par le biais des mégalithes, des menhirs. J'ai commencé à déplacer et à dresser des menhirs, à essayer de comprendre comment on faisait. Et du coup, ça m'a amené naturellement à travailler le bois. Parce qu'il faut des rails, il faut des rouleaux, il faut des leviers, il faut des berceaux de transport. Donc j'ai commencé à utiliser des outils en pierre pour façonner toutes ces pièces de bois. Et puis ensuite, j'ai enchaîné sur les pirogues, sur les habitats du néolithique. Donc finalement, on connaît plus le néolithique à travers la pierre, à travers les menhirs et les dolmens, Oui. mais c'est autant une civilisation du bois. Je suppose que vous connaissez le caire où on va. Le cairn de Gavrini, j'y ai même construit une pirogue. Oui. Hein. Et bon, ça fait partie de la même démarche, quoi, de Complètement. comprendre. Complètement, d'autant que sur le monument de Gavrini, la dalle de couverture vient d'un autre monument et on pense qu'elle a été transportée notamment par embarcation, par bateau. On demandera tout ça à Florence. Merci beaucoup. Je vous laisse. Continuer la petite séance de sport. Ouais. Merci. Merci Philippe. Alors cairn, vous l'écrivez C-A-I-R-N, hein, c'est ça? C-A-I-R-N. Et qu'est-ce que ça oui. veut dire précisément Cairn, c'est une montagne de pierres sèches. Alors le cairn, on peut parler du cairn sur les chemins Ça vient d'où, de randonnée ce mot en montagne. Oui. Le cairn, c'est le petit tas de cailloux en fait. Ah voilà. Qui d'accord. soit haut comme ça ou beaucoup plus grand. C'est pas un petit Voilà. tas de cailloux. Je vous présente Florence. Florence qui est guide ici à Gavridis, hein, c'est le nom. Gavrinis. C'est le nom de l'île. Elle se situe, bon, certes dans le golfe du Morbihan, Oui. ça on l'a vu, mais où précisément? Alors là, on est quasiment à l'embouchure du golfe. L'entrée, Ouais. la sortie. Droit devant nous, plein sud, la mer, l'océan. Nous avons Belle-Île à 30 km du quai de Gavrinis. D'accord. Alors ce cairn, il a été découvert quand, comment et qu'est-ce que c'est? Il a été découvert vraiment en 1830 par le propriétaire de l'île. Il n'avait jamais vu avant. Il avait vu sur son île une colline tout à fait anodine. Il a trouvé ça un petit peu suspect. Il a eu l'idée de monter au-dessus. Il est entré dans ce monument qu'il ignorait. Et il est arrivé au niveau du dolmen. Il a réussi à faire tomber un pilier. Le dolmen qui se trouve au fond Alors du le couloir à dolmen se l'intérieur, c'est trouve, ça oui, c'est la chambre funéraire qui se trouve au fond du couloir. Parce que c'est un monument funéraire. C'est un monument, c'est une architecture qui funéraire. remonte à combien de... Alors ce monument, il a 6000 ans d'âge. Il faut se faire à l'idée C'est de la 6000 ans d'âge. la préhistoire récente.
qu'on a devant soi comme ça. Nous sommes juste avant l'âge des métaux, en fait. Et donc, c'était une tombe. Pour qui? Pourquoi? Alors, tombe collective, car nous avons un couloir qui mène au dolmen, à la différence du tumulus qui, lui, n'offre pas de couloir. Le tumulus, vous avez le dolmen au centre, la montagne de pierre au-dessus et de part et d'autre, mais pas de couloir. Là, vu que nous avons un couloir, les archéologues pensent que le couloir pourrait effectivement signifier une tombe collective. Il y a beaucoup d'incertitudes sur ce qu'on peut deviner de l'époque, évidemment. Et cette tombe donc a passé des millénaires sous la terre. Mais pourquoi est-ce que, avant de quitter l'île, nos ancêtres d'il y a 6000 ans ou 4000, je ne sais pas, ont recouvert ça de terre? Pourquoi? Pourquoi, on ne sait pas. Sans doute qu'ils ont voulu quitter ce territoire, l'abandonner et occulter ce magnifique monument. Donc, ils n'ont pour pas le protéger, sûrement. Pour ne pas qu'il soit doute. profané, pour le protéger. Oui. Alors si nous sommes avec Florence, parce qu'elle est guide ici, évidemment, je l'ai dit, mais et aussi qu'elle connaît bien ce lieu, qui est ouvert au public, mais avec beaucoup de précautions. Hein. Oui, beaucoup de précautions. C'est pas ouvert à tous les vents. Même ici. Mais donc, par petits groupes, vous venez avec des... Voilà, donc nous sommes ouverts du début du mois de février jusqu'au début du mois de novembre. Ah, et qu'est-ce qu'on va voir dedans, Florence? Alors, à l'intérieur, nous avons donc des piliers de granit qui sont tous gravés. Et comment est-ce qu'ils faisaient? Il n'y avait pas les outils encore? Non, ils utilisaient des galets de quartz. Ils gravaient les pierres à plat avant la construction du monument, on présume. Et après, ils déposaient les pierres à l'intérieur? Alors... oui, mais bon, ces pierres que nous allons voir dans le monument, en fait, c'est du réemploi. L'archéologie n'est pas une science figée. Hein. Depuis 10 ans, les archéologues numérisent les pierres. Et par photogrammétrie, ils voient des choses que nous, on ne voit pas du tout à l'œil nu. Oui, alors qu'est-ce qu'ils ont vu? Alors, ils ont découvert, derrière la décoration des piliers que nous voyons aujourd'hui, une décoration antérieure, plus ancienne. C'est-à-dire que c'était gravé, enfin regravé sur quelque chose de gravé, comme on repeindrait une toile. Exactement. Bon, je crois qu'il est temps qu'on y aille. Qu'on aille découvrir un peu ces gravures. Alors on baisse la tête. Et le sol est caoutchouc, on a des trous des bosses, donc on fait aussi attention où on met les pieds. Et bien sûr, on ne touche pas aux pierres. On regarde sans toucher. Ah, voilà les fameuses gravures. Oui, donc effectivement, toutes les pierres tous les piliers sont gravés, du haut jusqu'en bas et sur toute la largeur. On n'a pas 1 cm² de vide, on occupe tout l'espace. Alors là, partout c'est gravé. Partout. De haut en bas. Hein. Oui, oui. Avec une petite différence entre le bas et le haut, comme s'il y avait des zones particulières. Là, ça se voit bien, là. Alors là, on a des courbes, des demi-cercles. Donc là, nous sommes dans le couloir. Dans le dolmen, c'est plutôt le thème de la ligne droite qui va se courber en haut par la droite ou par la gauche. Alors le dolmen, c'est cette pierre. Donc le dolmen, voilà, c'est ce qu'on appelle la table de pierre, la grosse dalle de couverture qui repose sur des piliers. Est-ce que ça a une signification particulière? Alors le dolmen, oui, c'est la chambre oui, funéraire. D'accord, mais je parle des gravures. Alors les gravures, non. C'est un langage ou c'est pas un langage? On peut supposer que ces gens, il y a 6000 ans, avaient une sorte de syntaxe, de vocabulaire, entre guillemets. Hein. Peut-être qu'il y avait une signification quelconque, mais nous, hommes du XXIe siècle, comment est-ce que les archéologues d'hier, d'aujourd'hui et de demain peuvent comprendre ces gravures? On n'est pas dans leur mental, dans leur schéma de pensée, donc on ne peut pas parler à leur place. Et les corps étaient déposés comme ça, à même le sol? Oui, les corps n'étaient ni enterrés ni brûlés, posés sur cette pierre, à même le sol. Et on a trouvé des restes? Non, pas en Bretagne, parce que le sol est acide, l'air est iodé, le climat est marin, et la conservation des ossements n'excède guère 600 à 700 ans. Il y en a combien des cairns comme ça en Bretagne? Combien? Un nombre incalculable. On les connaît tous ou certains sont encore enfouis? Non. On raisonne dans l'état actuel des connaissances. Les monuments mégalithiques en Bretagne, c'est une concentration phénoménale. 4000 ans avant Jésus-Christ, c'est bien avant les pyramides, non? Ou je me trompe? Nous sommes à l'époque de Saqqara, à l'époque des premières pyramides de l'Égypte ancienne. Et à propos de ce cairn, il y a une citation, je crois, de... Oui, de Prosper Mérimée. C'est lui qui a classé ce monument historique. Il a une très jolie phrase
qui est dans tous les ouvrages de la préhistoire. Cette phrase est la suivante: Gavronis, c'est une série de lignes droites, courbes, brisées, tracées et combinées de 100 façons différentes. Et je trouve que cette phrase, elle seule, résume très bien tout ce qui nous entoure. Gavronis. Et cette phrase, elle est encore actuelle. Hein. Elle est actuelle. Merci beaucoup Florence de nous avoir fait découvrir ce lieu. Ce fait un plaisir. Hein. Ce lieu incroyable que je vous invite à venir découvrir aussi. Peut-être que vous aurez la chance de tomber sur notre guide aujourd'hui, Florence. Voilà, c'est la fin de ce Terre de France, ici dans le Morbihan. Et je vous dis à très bientôt.